Bonsoir à tous, cette semaine je vous emmène aux États-Unis à la rencontre des survivalistes, des hommes et des femmes qui se préparent à la fin du monde. Cette aventure, je vous propose de la vivre ensemble maintenant. Bienvenue dans un monde à part. Je dois vous dire que ce reportage commence plutôt mal, il commence même très mal. On a quitté Denver ce matin, on est arrivé à l'aéroport, il y avait plein soleil. Les gens étaient en tongs, en short, et on devait parcourir 500 km vers le nord pour se rendre dans le Dakota du Sud, dans un endroit absolument dingue où vivent des survivalistes, des gens qui se préparent à la fin du monde. Eh bien nous, on a la fin du monde devant nous et on n'est absolument pas préparés. Et voilà, elle est là l'explication. Une tempête de neige imprévue et imprévisible qui vient de s'abattre sur le Dakota du Sud. On ne peut plus continuer, donc la route est totalement impraticable. Et pour la petite histoire, on dérape. Pour la petite histoire, les hôtels partent comme des petits pains parce que d'autres personnes sont dans la même situation que nous. Vous arrivez d'où? De Maui à Hawaï, et je devais me rendre dans les Black Hills. C'est fini le sable blanc de la plage pour moi. Hier, il faisait 30 degrés, et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça caille. Et donc, ce soir, la nuit, ce sera ici, dans ce petit motel. Voilà, ben écoutez, on est plutôt bien. Petite nuit à Lusk, au milieu du Dakota du Sud, sous la neige, avant de reprendre la route. Et je pense que ça vaudra le détour. Nouvelle journée, nouveau départ pour cette aventure chez les survivalistes américains. Et le premier constat, c'est qu'on a bien fait de passer notre tour hier soir, car d'autres, plus audacieux, ont fait les frais de cette surprenante météo. Nous ne savons pas trop à quoi nous attendre pour la suite du périple, mais nous sommes enthousiastes. Bonne nouvelle, après le faux départ d'hier, ça y est, la route est dégagée, ça a fondu sur la plupart des axes principaux. Et donc on a pu reprendre la route direction le Dakota du Sud. Et on a rendez-vous avec un certain Dante Vicino, c'est le propriétaire et le manager du site où se trouvent les centaines de bunkers. Et ce matin, tenez-vous bien, il nous a donné rendez-vous dans un endroit un peu particulier, vous allez le comprendre. Bonjour Dante, enchanté. Merci de nous accueillir. L'endroit en question est son magasin de jouets préféré, un marchand d'armes à feu. Donc vous m'avez demandé de venir ici car vous avez quelque chose à acheter. Ouais, et si tu es gentil, je te laisserai tirer avec. Ok, je suis préparé à tout. Allez, on y va. D'entrée de jeu, le ton est donné. Bienvenue dans le Far West. Qu'avez-vous commandé? Ça, c'est un AR-15. C'est gros, ça fait peur. Tout ce qui est interdit en Europe. C'est une spécialité américaine. Ce n'est certainement pas ma première arme, mais c'est la première de ce type-là. Tiens, regarde ça. Mais pourquoi avez-vous besoin d'une arme de ce type-là? C'est une bonne arme de défense. Parfait pour les distances qu'on a ici. Et c'est ainsi qu'en moins de 5 minutes et après quelques formalités administratives, Dante peut tranquillement repartir avec son arme de guerre. Avec l'arrivée des survivalistes dans la région, ce magasin d'armes à feu a vu ses ventes exploser. Vous savez, notre comté fait des kilomètres et des kilomètres carrés. Et il n'y a qu'un seul shérif en service. Un seul. Vous voulez dire c'est mieux de savoir se défendre soi-même? Exactement. Les armes à feu font profondément partie de la culture de cette Amérique profonde. Alors, imaginer un survivaliste sans son arme à feu, c'est comme imaginer un cow-boy sans son chapeau.
Nous, on ne force pas nos membres à avoir une arme, mais la plupart d'entre eux ont décidé d'en avoir une. Dans la plupart des États américains, c'est OK d'en posséder une à la maison, mais l'avantage du Dakota du Sud, c'est que même dans les lieux publics, comme ici, on peut en avoir une à sa ceinture et ça ne pose aucun souci. Encore merci. C'était chouette, ça. S'il maîtrise les armes à feu, et dans une moindre mesure la langue française, Dante Vicino est avant tout un redoutable homme d'affaires. Mettons ça bien à l'abri. Cet Américain de 28 ans a pour ambition de créer Bunkerville, la première cité au monde réservée à ces gens qui ont une peur démesurée de toutes les menaces de nos sociétés modernes. Voilà notre propriété. Donc à partir de maintenant, on n'a plus à s'inquiéter des voisins. Donc l'aventure commence maintenant. Tout à fait. Attaque nucléaire, guerre civile, pandémie et même apocalypse. Ce site de 5000 hectares doit pouvoir protéger ses habitants d'absolument tous les dangers du monde. Ces bunkers ont été créés dans les années 40 par le gouvernement américain pour y stocker des armes, des bombes, des munitions capables de résister à une explosion nucléaire. Un site tombé à l'abandon pendant plusieurs décennies et qui renaît de ses cendres grâce aux survivalistes. C'était une belle opportunité pour vous. Oh oui, une opportunité magnifique. On ne pouvait pas manquer ça. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à acquérir le site en entier? À la base, on ne savait même pas que ce site existait. Ce sont les fermiers qui avaient récupéré ces terres qui nous ont contactés en nous disant qu'il y avait tous ces bunkers militaires dont ils ne savaient que faire car leur bétail avait juste besoin de l'herbe autour. Et que nous saurions sans doute quoi faire avec tout ce béton. Et c'est ainsi qu'en 2017, Dante et son père ont investi toutes leurs économies pour racheter le site et créer une communauté de survivalistes. Alors, qui sont ces citoyens américains qui ont décidé de tourner le dos à leur vie d'avant pour se retrouver ici, au beau milieu de nulle part, dans cet endroit improbable? Plusieurs d'entre eux ont accepté de m'ouvrir leurs portes pour m'expliquer leur nouveau mode de vie. Hi Tom. Bonjour Tom, comment allez-vous? Je vais très bien. Venez, entrez. Thank you. Merci. Je vois que vous êtes un supporter de Donald Trump. Pas trop triste par le résultat des dernières élections? Oui, je suis très déçu par beaucoup de choses avec ces élections. Bon, disons que je suis juste très déçu. Ok, pas de problème. Wow, c'est impressionnant. Tom et sa femme n'ont désormais plus vraiment de raison de quitter leur bunker. Elle est retraitée. Et lui, du haut de ses 69 ans, a conservé un boulot à temps plein, mais il fonctionne 100% en télétravail. Une vie qui leur convient car pour eux, le monde extérieur est devenu beaucoup trop dangereux. Les plus grosses menaces aujourd'hui sont sans aucun doute les troubles sociaux, et notamment les tensions raciales et toutes sortes de divisions aux États-Unis. Tout ça peut très vite dégénérer. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le risque que d'autres pays, d'autres puissances étrangères veuillent tout à coup mettre la main sur notre pays et provoquer une guerre civile. Et le Covid a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On est venu plus rapidement car ma femme a des soucis de santé. Et là où on vivait avant, il y avait 4 millions de personnes sur 30 km². Ici, il n'y a que 1000 personnes sur 30 km². Donc, au niveau du risque, le calcul est vite fait. Bon, les travaux sont en cours, ne faites pas attention au bordel. Tom a tout prévu pour vivre ici confortablement le plus longtemps possible. Si pour une raison ou une autre, il doit s'enfermer avec sa femme dans son grand bunker, ses stocks de nourriture non périssable lui permettront de tenir plus de 6 mois en totale autarcie. Un quotidien aux antipodes de sa vie d'avant, dans une Amérique jadis glorieuse et insouciante. Cette photo date du début des années 90. Donc c'était ça votre vie d'avant? Ouais, tout à fait. Est-ce que vous regrettez cette vie? Alors là, pas du tout. C'est cette vie qui m'a mené ici. La vie est une série de chapitres. Si un chapitre se clôture, un autre commence. Et chaque nouveau chapitre se construit sur le précédent. Et ce nouveau chapitre, c'est celui de la vigilance.
être prêt pour affronter un avenir hostile. Et selon Tom, nous devrions tous prendre exemple sur sa grande prévoyance. 90% de la population n'est absolument pas préparée. Certaines personnes n'ont même pas prévu leur prochain repas. Car c'est tellement facile de descendre au coin de la rue et de commander à manger. Mais qu'est-ce qui se passerait si le circuit de distribution était interrompu et que les camions et les trains cessaient de circuler? En une semaine, tous les magasins seraient vides. Absolument tous. Et là, on aurait un sérieux problème. Les gens deviennent plutôt nerveux quand ils ne peuvent plus aller au magasin chercher leur nourriture. Imagine un instant un homme, peu importe quel homme, dont la fille de 4 ans, avec des larmes dans les yeux, lui dit « Papa, j'ai faim ». Cet homme est dangereux, il peut être dangereux tout de suite s'il sait que vous possédez une boîte de haricots. Tout de suite. Rends-toi compte de ça. Les membres de cette communauté voient donc dans l'achat de ces bunkers une forme d'assurance vie. Un investissement pour garantir leur sécurité. 25 000 € pour un bunker vide, 85 000 € pour un aménagé. Et ils se vendent très très bien. C'est pas de la science-fiction, c'est la réalité aujourd'hui. Des gens achètent par dizaines ces bunkers et certains ont commencé à y vivre. Et vous allez voir que vivre aujourd'hui dans un bunker, c'est possible. Alors le point important, c'est d'abord ce générateur. Parce qu'évidemment, tous ces bunkers, ces centaines de bunkers ne sont pas connectés au réseau électrique. Et donc chaque bunker a son propre générateur. Dans ce bunker témoin, il y a une certaine dimension. Et dans ce coin-ci, ils ont imaginé la cuisine. Et par ici, il y aurait tout l'espace living, le salon. Mais c'est pas tout. Et alors là, c'est une première chambre, mais pas n'importe quelle chambre, parce que cette chambre a sa propre salle de bain. Comme vous pouvez le voir, une salle de bain avec tout le confort possible. Douche, baignoire, toilette. Donc on a déjà un bureau, une première chambre, une deuxième chambre, une troisième chambre ici. Donc ça fait déjà 4 pièces, 2 salles de bain. Et regardez cette pièce, elle est très importante. C'est ici que sont stockées les batteries. Donc ça veut dire que le bunker, il fonctionne avec un générateur, mais au cas où il y a une rupture du générateur, eh bien, il y a encore toutes ces batteries qui permettent d'avoir de l'électricité. Ici, vous avez l'autre point important, c'est le stockage de l'eau, des filtres à eau, ici. On a des tanks, donc des citernes à eau, et il y a aussi, au-dessus de ma tête, une deuxième citerne, une citerne de secours, avec de l'eau potable. Et puis, sous vos yeux, 18 barils de diesel pour justement faire fonctionner le générateur. Et avec ça, on peut tenir 6 mois. Et regardez là, c'est encore un élément important, c'est une espèce de filtre à air, à savoir que grâce à ce genre de filtre, il ne peut pas y avoir de radiation nucléaire qui peut entrer à l'intérieur, il ne peut pas y avoir non plus, je dirais, d'attaque chimique, parce que ce genre de filtre tout ce qui peut être nocif et chimique. Et là, vous voyez une trappe supplémentaire qui est en fait une trappe de secours. Si jamais le bunker était attaqué par l'avant, eh bien les propriétaires pourraient éventuellement sortir par cette petite trappe. Et donc voilà, le nombre de commandes de ce type de bunker avec le coronavirus a explosé de 1000%. Ça veut dire que, je vous le disais, le survivalisme, ce n'est plus de la science-fiction aujourd'hui. Des gens y pensent vraiment et se préparent. Cette première journée et ces premières rencontres à Bunkerville ont été pleines d'apprentissage. L'impression de trouver ici l'expression ultime de tout ce qu'une société basée sur la peur de l'autre et du lendemain peut engendrer. Mais croyez-moi, je ne suis qu'au début de mes surprises. Et voilà, il est 6h dans le Dakota du Sud, dans le petit village d'Edgemont. Et je viens de passer ma première nuit dans cette petite chambre du motel dans lequel on réside. Alors vous l'entendez peut-être, j'ai perdu ma voix entre le froid glacial de la région et puis les souffleries comme celle-ci. Et alors vous le voyez aussi peut-être, je me suis pris un méchant coup de soleil. Le soleil qui tape sur la neige très brillante.
eh bien je me suis fait avoir et donc ça brûle. Alors le programme aujourd'hui, Dante Vicino, le responsable et propriétaire du site de bunker, veut nous montrer ses qualités de tireur d'élite. Il nous a donné rendez-vous sur le site pour nous donner une leçon de tir à l'arme à feu. Alors, on va pas le contrarier, on va se prêter au jeu. On aura tout vu ici, hein, maintenant. Entre les tempêtes de neige et les vaches qui obstruent le passage. Mais le plus dingue ici, ce n'est certainement pas les caprices de la météo ou la vie animale. Le plus étonnant, ce sont les gens. Je retrouve Dante qui tient une réunion de chantier ce matin avec ses ouvriers. Mais cette réunion va vite se transformer en un meeting d'un tout autre genre. Laisse-moi te montrer quelque chose, Dante. Fais-moi voir. Toi aussi, t'en as une finalement. Bien sûr, je ne peux pas être le seul sans armes ici. C'est quoi ça, mec? Bordel de merde. Cet ouvrier brésilien, arrivé aux États-Unis il y a 5 ans, n'est pas peu fier de montrer son nouveau calibre à son patron. On dirait que c'est le hobby favori dans la région. Ah, c'est clair. Tout le monde en a une par ici. Elle a un beau viseur, mec. Une belle gâchette aussi. Vous avez un permis pour ça? Oh, on n'a pas besoin de permis ici. C'est ainsi que chacun exhibe son arme et à la fin, c'est toujours Dante qui a la plus grosse. Une forte concentration de testostérone où mes hôtes n'hésitent pas à me chambrer. T'as vu la gueule de François? Il est tout rouge. T'as oublié ta crème solaire, mon pote? J'en ai mis aujourd'hui, mais j'avoue qu'hier j'ai oublié car il faisait très froid. Je me sens un peu stupide. C'est pas que tu te sens stupide, tu es stupide. C'est alors que Dante me propose d'apprendre à tirer avec son nouveau jouet. François, c'est ton tour, ok? Après un premier refus poli, je comprends vite qu'il serait particulièrement vexé que je ne daigne partager quelques instants de son passe-temps favori. Donc là, ça devient sérieux. Tout à fait, ça devient sérieux. Je me sens pas très bien. Mais je vais aller jusqu'au bout de l'entraînement. Je recule. Hein. Ouais, parce que je vais tirer là. J'y vais? Yep, go for it. Je tremble. It's okay. J'y arrive pas. Ok, enlève ton doigt. Bon, pour moi, c'est loupé. Je resterai définitivement un loser aux yeux de Dante. Mais l'important pour lui, c'est que je me sois prêté au jeu. Je dirais que ça fait partie des incontournables de pouvoir utiliser une arme ici. Alors, ça fait un peu amusant, c'est un jeu pour certains, mais en attendant, ce sont quand même des armes qui tuent. Donc ça peut être inquiétant aussi, cette facilité avec laquelle ils utilisent ces armes. Et puis, que se passerait-il si l'un des membres surarmés de Bunkerville, dans un moment d'angoisse, perdait les pédales et décidait de passer à l'action? L'homme qui m'accueille à l'instant dans son bunker possède un véritable arsenal de guerre et il sait parfaitement comment l'utiliser. Dis donc, vous êtes plutôt bien préparé. C'est quoi tout ça? C'est une partie de mes stocks de munitions. Tout ça, ce sont des munitions. Oui. Mais il y en a des milliers? Oui. Mais pourquoi en avez-vous besoin d'autant? Parce qu'un jour, on ne pourra plus s'en procurer et c'est mieux d'en avoir et de ne pas en avoir besoin que d'en avoir besoin et de ne pas en avoir. Ceci, par exemple, ce sont des balles militaires et celles-là, ici, ce sont des calibres 300. Elles sont très puissantes. C'est pour des tirs de longue distance, quand tu veux tirer à 1 km de distance ou plus. Mais elle est énorme. Dans quel cas de figure allez-vous avoir besoin de ça?
Imaginez que le pays soit déjà dans une situation de conflit et qu'on est face à des civils qui essayent de forcer l'entrée du domaine pour nous prendre nos affaires. Ceci m'évitera de devoir être proche d'eux pour me défendre. Je pourrais les tirer de très loin. Donc d'ici, vous pourriez tuer quelqu'un qui essaye d'entrer sur le site. Exactement. Et par là, c'est carrément une banque que vous avez. Oui. C'est ici que je garde mes différentes armes. Ça, c'est mon fusil pour les très longues distances. Ça, c'est un AR-15. Ça, c'est un AK-47, un fusil à pompe. Mais vous êtes un homme dangereux? Non, seulement si tu me cherches. Et voilà celui de ma femme, en rose. Oh, c'est girly. Oui. Elle sait tirer? Oui. Et puis, à ma ceinture, ça, c'est un calibre 45. Donc ça, vous l'avez toujours avec vous? Oui, toujours. Je dors avec à côté de mon lit. On a la chance d'être dans un état qui autorise le port d'armes. Ok, allons voir votre bunker. Ok. Wow, c'est joli. Bonjour, madame. Vous avez oublié quelque chose sur la table? Oui, j'en garde toujours un peu partout. Donc en fait, il y avait une arme sur la table, c'est normal. Ça, c'est une arme très spéciale. Mais pourquoi vous le gardez ici, sur votre canapé? J'ai pas toujours le temps d'aller à côté et d'ouvrir le coffre. Si quelque chose se passe, on m'appelle sur ma radio. En tant qu'agent de sécurité, je dois aussi sécuriser le site. Ah oui, vous faites partie de la sécurité. Je suis le directeur de la sécurité, donc s'il y a un problème, je dois répondre présent. Une chose est sûre, Wayne est prêt à en découdre. Comme si la guerre était à ses portes. Et pourtant, qui pourrait bien venir s'en prendre à lui et à sa famille là-bas, dans le fin fond du Dakota du Sud? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pensent que vous êtes un peu parano? Oui, mais je préfère être parano. Tu as des enfants? Oui, j'en ai 2. Est-ce que tu sais ce qu'est un Rottweiler ou un Pitbull? Ils sont conçus et élevés pour tuer. Et toi, tu ne connais pas ce chien. Mais ce mec que tu viens de rencontrer te dit « Ne t'inquiète pas, ce chien est gentil. Est-ce que tu vas laisser ton enfant jouer avec ce chien ?» En un clin d'œil et le dévorer entièrement. Mais donc vous voyez des pitbulls partout? Oui, c'est vrai. Je les vois chaque fois qu'ils brûlent un immeuble, chaque fois qu'ils font des émeutes ou qu'ils pillent des magasins. Wayne, pouvez-vous dire qu'ici vous êtes enfin heureux? Je suis apaisé, mais je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux parce que j'ai toujours peur de la direction que prend le monde. Et tant qu'il n'y aura pas une direction claire et du bon sens dans ce monde, je ne serai pas heureux. Mais je suis plus en paix ici. Mais plutôt que de toujours travailler sur votre sécurité, vous ne pourriez pas plutôt travailler sur vos peurs, tenter d'avoir moins peur? C'est possible, mais c'est très compliqué quand tu n'as pas le contrôle sur le monde politique ou sur les autres. Je ne peux pas contrôler ce que quelqu'un décide de faire, donc la peur de cette personne sera toujours là. La peur d'une nouvelle émeute sera toujours là, je ne peux pas l'éviter. Et que pensez-vous de tout ça? Vous aimez vivre ici? Oui, c'est calme. C'est différent. Et vous faites quoi en journée? Rien. Est-ce que c'est la vie que vous espériez? Non. Pas du tout. Ma vie me manque. Ma vie me manque vraiment. Mais vous vous sentez plus en sécurité ici? Ah oui, ça c'est sûr. En quittant cette famille, je ne peux m'empêcher de me poser la question, à qui profite la peur? Comment des gens sont-ils prêts à renoncer à tous les plaisirs de la vie d'avant pour atténuer leurs craintes et leurs angoisses? Je décide de confronter Dante à cette question embarrassante. Que pensez-vous du fait qu'au final, votre business soit lié à la peur? Je savais que vous finiriez par me poser cette question. Mais c'est pas nous qui créons la peur. La peur est là. Et au bout du compte, on ne vend pas de la peur. On ne capitalise pas sur la peur des gens. Je pense que tout ça est très positif. Quand tu rentres ici, est-ce que tu ressens de la peur? Est-ce que cela ressemble à un projet créé sur la peur et uniquement sur la peur? Non, car le positif est que nous créons une communauté.
On crée de l'emploi et on fait partie de l'économie désormais. Une économie florissante. On estime aujourd'hui entre 4 et 9 millions le nombre d'Américains qui se préparent au pire. Des survivalistes dont les cas les plus extrêmes se trouvent ici, dans ce drôle d'endroit du nord-ouest américain. Certains voient en eux de la naïveté, voire de la folie. Avant de partir, je pars à la rencontre de Mark Bowman, l'un des plus anciens propriétaires de bunkers. Il veut absolument que je l'aide à déneiger le pas de sa porte, car il a quelque chose à me montrer. Ah, c'est donc ça votre vieil os? C'est un os qui a plus de 38 milliards d'années, quand tout ceci était sous eau. Et en fait, ils ont trouvé tout le squelette. Mais ça ressemble à une pierre. Oui, car il est pétrifié. Mais comment êtes-vous sûr que c'est une arête de poisson? J'en ai parlé à plusieurs personnes et c'est ce qu'on raconte par ici. Tiens, la rumeur comme première source d'information. Je commence à percevoir un autre point commun aux survivalistes que j'ai rencontrés ici, une peur extrême alimentée par de nombreuses thèses complotistes. À travers ce que disent nos gourous et différentes personnes religieuses de notre communauté, il y a une autre rumeur qui concerne cette fois la pandémie. Il y a de très grandes chances qu'il y ait une puce dans le vaccin qu'ils vous ont injecté. Donc en ce moment, ils savent où vous trouvez. Mark Bowman est un personnage attachant, mais je ressens de la tristesse pour ce grand-père qui, submergé par la peur et les thèses complotistes, est prêt à se priver de ses amis, de ses petits-enfants et surtout de la lumière du jour pour se sentir enfin en sécurité. J'ai repeint tous les murs et regardez, j'ai peint le plafond dans un bleu couleur ciel et je vais peindre des nuages. Ah, vous allez peindre des nuages? Oui, car je suis un artiste aussi. Alors les gens me demandent où sont les fenêtres? Mais je vais quand même pas mettre des fenêtres ici, qui risquent de compromettre la sécurité. Alors je vais placer des écrans télé, avec de beaux petits rideaux autour, et une tablette pour que le chat puisse s'asseoir, et les caméras seront à l'extérieur. Mais c'est pas inquiétant de regarder le ciel à l'intérieur de son bunker alors qu'il est juste là, derrière la porte? Non, pas du tout, car j'amène l'extérieur à l'intérieur. Faut-il en rire ou en pleurer? Ce soir encore, Mark Bowman ira planter son drapeau au sommet de son bunker. Nostalgique de l'Amérique d'hier, angoissé par l'Amérique de demain. Aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde, le nombre de survivalistes ne cesse de grandir. Des gens de toute origine et de toute classe sociale, unis par la peur du lendemain, le conspirationnisme et une société en laquelle ils n'ont plus du tout confiance. Bunkerville n'a jamais vendu autant de bunkers qu'en ce moment. D'autres projets comme celui-ci sont en train de voir le jour aux États-Unis comme en Europe. Et c'est ici, sur le toit de l'un de ces bunkers, que se termine cet incroyable épisode d'Un monde à part. À bientôt pour plus d'aventures étonnantes dans ce monde à part.